Mesdames et messieurs, bonsoir. Votre journal de la semaine, présenté par Memphis. Ah, sauf qu'il peut. Localisé entre la chaîne steppique et les hauts plateaux, Khenchela est limitrophe de Oum el-Bouaghi. Les règles d'hygiène et de vie qu'on recommande aujourd'hui à tout hypertendu sont des règles d'hygiène et de vie qu'on pourrait... Nous entamons notre journal par l'événement de la semaine caractérisé par l'escapade vers Merouana et la visite de Oumereka et Riowet. Monsieur Ferrat qui se trouve parmi nous ce soir nous en dit un peu plus. Merci de me donner la parole. Oui, la dernière escapade, comme toutes les autres d'ailleurs, a été un franc succès sur tous les plans. Mais je me contenterai de ne citer que 4, qui sont à mes yeux les plus importants, à savoir l'unanimité faite autour de la beauté insoupçonnable et inégalable des lieux qu'on a visités, les forts moments de joie et d'émotion éprouvés par nos camarades de Marouana et de Oued-el-Ma lors de notre rencontre, l'unanimité faite par nos camarades de Batna qui ont effectué le voyage avec nous sur le caractère très bénéfique, déstressant et relaxant de ce genre d'escapade sur la santé morale de l'individu. Enfin, Oumereka nous a fait découvrir, à travers chaque parcelle, chaque rivière et chaque montagne, les hauts faits de notre glorieuse révolution et le rôle ô combien stratégique joué par nos compagnes dans la lutte armée menée par nos chouhada et nos moujahidines pour arriver à bout de l'ennemi. Pour le reste, je préfère donner la parole aux images qui vont suivre et qui parlent d'elles-mêmes. C'est une Jeep du temps colonial. Am les poignées intérieures. Certainement, elle a dû sauter sur une bombe artisanale. Am قعدوا لي دي بري تاعها.
Si c'est pas lié avec... C'est, voilà, c'est lié peut-être avec... ici, donc il y a eu des morts. Le châssis, oui, oui, c'est les amortisseurs. Et il y a une partie là-bas. Ah oui, c'est l'histoire d'Algérie. Il y a une partie là-bas, oui. 47 كيلومتر. شوف هذه شوف. أبي. شوف هذه شوف. مع غوفي ويخرج مع الجبل. سي كوا سا شوف شوف. كشما السعيد يديكوفر لنا هذا. لازم نبون ثاني. سي كوا سا. شوف لي بيتال يا سعيد واش بيتال اللي سيبال شوف هذو اللي راح يطيروا ايه هذوك روات الشيخ سعيد هذه سيتي ليطابل. هاي ميرسي هلا allez venez Milos nous asseoir à table ولا ميلو هذا كاستور وي كاستور وي صافي مليحه ولا مليحة سي بون سي بون هاي مليحة يا دولي تشوفوا نشوف là-bas. Ah oui. Là où il y a le peuplier, on peut dire que c'est un endroit très riche. شوف واش تكتب لي اويدو قهوه واش راك نحكيو عليه يهضروا على السكر تاع القلب الناس تاع الصحراء هضروا الكل قلب نو قلب سي كومونوجي عطينا كريم راكم ديريكت في فيسبوك خويا مرحبا بكم نديروا علم السفوف مشرفين في بلديه تاع هيوتنا تاعنا وكثر خيركم على الزياره. وليودنا بعيد على مروانه ولا ماشي؟ فيه 9 كيلو. هذا ما كان بركو 9 كيلو 30 كيلو 30 كيلو على بالك. انا قالوا لي 30 كيلومتر بين مروانه. باينه برك على رجليك تاع توصل. نيتسي واش؟ الابيض مش الروح او يتباع في الاحمر. راكم ديريكت هذاك اللي يتباع مغلفينه بطرف كارت كاين واش قلنا سي لو بانسو واش قلنا اتونسيون اسمع السلطه راك تباعت الصحراء باعوها صاير شيخ مرزوقي سي با انا جو مابيل مرزوق كونسومي مرزوق الشاتور بريباراتيف قلت لك مون كوزان صدق راكم ديريكت اون ديريكت هذه راك تصور اون ديريكت فاه الكاميرا في الكاميرا هنا راكم ديريكت في فيسبوك فيسبوك عطينا كريم عطينا خويا شوف واش نقول لكم المهم كاين 4 اللي راهم يشوفوا فينا درك
المهم شوف انا pour moi c'est un plaisir de rencontrer ces anciennes figures, hein, ces anciens amis. Hein. Je vous remercie hein, pour l'invitation et d'être parmi vous. C'est réciproque. نديروا بالداخل ما يعادل 400 نفس. ما يعادل 400 عبر السبيل كامل. شوف نقول لك دعوه عامه. نديروا دعوه عامه ليله 27 نديروا فطور جماعي من الطريق هذه حتى لهنا. لهنا بعد في الشارع. هذا هو هنا في الشارع بعد. نحطوا 60 70 طابله. ونديروها كل عام كل 27 ان شاء الله. 27 الكل يشاركوا فيها. التليفون تاع هذا الاخ هذا هاني نعيطكم جيو تفطروا هناك. ان شاء الله. ان شاء الله. ندير اسمع فطور وسحور. راني نجيب فطور وسحور. تعبنا عليها نتعبوا عليها. نجيبوا معنا الرئيس. فوالا والله غير واحد. هاو يقول معنا واستنوا الساده. قلت على الفطور الجماعي. الفطور الجماعي تاع رمضان قلت لهم 27 نديروه هنا. نديروا لي طوط هنا وديروا هنا في الطريق. عملوا درنا نداء على البوراك وعلى الكسا. الكسا جانا تقريبا واحد الصفيان قد اقسم بالله. والبوراك درنا باش نقولوا حنا يخرجوا حبه حبه. ولاو كلاو لهنايا 375 واحد. داو زوج وفضل البوراك هنايا. خيرك يا ربي يا خيرك كانديدا في رمضان. وعرضنا جماعه تاع الاخر تاع المدرسه القريه تاع ولاد سباع مغامي وليكيب هذوك تاعو فطروا هنا اي ما فطروا هنا في البلاصه هذيك. هاي وزالي فيزيتي هاي لوندين كل هنا والله كما يقول هذا هما اللي العدد تاعهم كبير ليكيب العدد كبير على بالي بس هذا يسمى سي لو بو اللي كاين اليوم. Ça fait plaisir. Très bon. C'est qu'à mettre le nez dedans. Il n'y a pas d'abeille. ويحوس عليك حسيت درنا فوتو انا وياه قال لك نديروا فوتو كوليكتيف هنا. بسم الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سوا سوا بسم الله. انا ندير كاميرا ايه واش بيها اللي با لوغ لا لوغ هذا كانت تمشي ومن بعد قعدت طونطان. شكون هذاك اللي يخدم الفيسبوك؟ لا الفيسبوك ما ديرش لا خلي يضحكوا عليا. سيدي شيخي السيرانيميت هدرت هدر في بلاصتي في باتنا. شيخي وي قرانا ابتيمو هي جو رمرسي كي جبت ليها الجماعه كامل صافي بليزير صافي فريمون بليزير بعيش ديال السينار سوفنير. وي سي سوفنير فريمون سي اكستراوردينير. جو m'attendais pas à ça. Vraiment je m'attendais pas à ça. Ça a été une surprise. Je vous remercie beaucoup. حبيبنا باش يهضر لنا. لا عندنا في المعدن حاطينه درويش شويه. على كامل مسكين.
Combien de générations d'élèves, de professeurs et d'encadreurs sont passés par le lycée Ben Boulaïd? Le constat aujourd'hui c'est que certaines personnes nous ont, malheureusement, quittés, d'autres sont malades ou infirmes et d'autres continuent leur combat avec cette vie éphémère. Afin que l'on n'oublie pas nos camarades, revisitons leurs images anciennes ou récentes et prions Allah de leur accorder sa miséricorde et de prolonger la vie de ceux qui sont encore vivants. Amin.
la wilaya de Khanchela dispose de potentiels touristiques naturels importants et variés, une chaîne géologique exceptionnelle au nord-est, des montagnes aurésiennes où se situe le sommet le plus haut, celui du mont Chélia, 2328 m, les forêts de cèdre considérées comme les plus belles forêts de cèdre du bassin méditerranéen incitant. Les forêts de Beni Oujnan et Beni Amloul. Les forêts Ouled Yacoub. Les espaces de Ouled El Arabe et Beni Berbé. Cette diversité naturelle exceptionnelle est apte à attirer les visiteurs et touristes. Localisé entre la chaîne steppique et les hauts plateaux, Khanchela est limitrophe de Oum el-Bouaghi, Tébessa, Betna, Biskra et El Oued. À vocation sylvo-agro-pastorale, le relief de la wilaya de Khanchela est composé de 4 zones distinctes. Les montagnes d'Enmemcha et Ain Touila, les plateaux de Ouled Rchash au nord-est, les plaines d'Ormila, Bouhmama et Mtoussa, et enfin les parcours steppiques ainsi que les dépressions situées dans la partie méridionale. L'histoire de Khanchela se confond avec la Numidie. Elle fut le théâtre de multiples événements et le refuge des Aiguilides Massil. Avec l'arrivée des Romains, Khanchela fut dénommé Mascula, lieu élevé en latin. Ibn Khaldoun l'appela Tarf Meskilla. Khanchela fut créée vers le 1er siècle par la 3e Légion Augusta en tant que camp militaire. Lorsque celle-ci quitta Tévès pour se diriger vers Timgad, Mascula connut son déclin durant le règne des Vandales. Avec l'arrivée de l'islam, elle fut le refuge de la reine Kahina. Les Turcs n'eurent qu'une souveraineté normale sur elle. L'occupation française fut marquée par plusieurs révoltes et insurrections, jusqu'au jour de l'indépendance de tout le pays en 1962. En matière de structure d'accueil, la wilaya de Khanchela dispose de 7 hôtels non classés, d'un centre de repos des Moudjahidines, d'Al Muallim et d'une auberge de jeunesse. C'est l'hôtel El Mahdi El Amin. Il est situé dans la commune El Hamma, à quelques kilomètres du chef-lieu de wilaya. La capacité de cet hôtel est de 80 lits, avec toutes les commodités. Un grand restaurant, des suites, une salle de réception et fête, une piscine, des boutiques et une cafétéria. Il fut inauguré le 29 mars 2005. À l'exemple de l'hôtel El Amin, la wilaya de Khanchela vous offre l'opportunité d'investir dans le domaine de l'hôtellerie. Dans la daïra d'El Hamma, à 5 km de Khanchela, nous visitons la célèbre station thermale de Hammam Salhin. Elle est très fréquentée par les habitants de la région de l'Est. Appelée Aqua Fluvianae, son édification remonte à la période romaine. En l'an 75 de notre ère, on l'érigea en l'honneur de Vespasien et ses enfants. Aqua Fluvianae fut un centre de transit pour les troupes militaires romaines de Lambésis, Tamougadi et Tagaste. Composée de 4 piscines dont 2 datent de la période romaine, la station thermale de Hammam Salhin comprend aussi 40 cabines individuelles. Les eaux thermales de Hammam Salhin émergent à une température de 70 degrés. L'eau est refroidie dans des bassins, passe par des canaux pour être distribuée dans les piscines et les chambres. Leurs vertus thérapeutiques sont indiquées pour les maladies respiratoires, rhumatismales et dermatologiques. La station thermale de Hammam Salhin est un lieu favori pour de nombreux visiteurs. Il y a des possibilités de camping et faire de belles randonnées en montagne. Nous sommes dans la commune de Baraï.
C'est la stèle érigée en l'honneur de la Kahina. La Kahina, de son vrai nom Dehiya bint Thabit, est une reine berbère de la tribu des Djarawa des Aurès. Selon certaines versions, le nom de la Kahina est apparu à la suite de la disparition de Koussaïla vers 689. Faute de documentation et de recherche sur la Kahina, nous sommes beaucoup plus devant un mythe. La Déborah berbère, surnommée ainsi par Georges Marcet, écrasa l'armée de Hassan ibn Na'man près de Meskiana vers 698. Ce dernier reporta ses efforts sur Carthage. La Kahina fut vaincue et décapitée près de Bil Atr, appelé puits de la Kahina, à Tébessa, entre 701 et 702. À Barraï, au lieu d'Iqs al-Kahina, on découvre aussi les vestiges d'une cité sous terre et en même temps le site qu'eut choisi la reine Kahina pour installer ses troupes afin de faire face à l'ennemi. À 16 km environ de Khanchla, dans la commune du Mahmel, on découvre le mausolée du site de Sédias au Henshir Enkif, dans le village de Oulad Azzeddin. Le mausolée de Sédias est appelé Qasr Jazia. Il est situé entre Maskula, actuellement Khanchla, et Vizaïvi, aujourd'hui Zouï. La cité était très prospère, connue pour ses murailles, son église, son marché, ses grottes et ses vergers. Elle eut connu sa première organisation communale durant le IIIe siècle de notre ère. Dans la daïra de Babar, à une trentaine de kilomètres de Khanchla, on découvre le barrage de Babar. Inauguré en novembre 1995 et situé dans un cadre agréable, le barrage de Babar est d'une capacité globale de 41,33 millions de mètres cubes. Il est destiné initialement à l'irrigation d'un périmètre constitué de 2 zones en aval et en amont. Localisé sur Oued Htiba, le barrage de Babar est situé dans le territoire de 3 communes, Tamza, Khairan et Babar. Son cadre boisé offre des possibilités de loisirs et de détente pour les familles souhaitant pique-niquer. On ne peut citer Babar sans évoquer son fameux tapis de renommée nationale et internationale. Ici, le métier est transmis d'une génération à une génération. Le citoyen primitif a eu recours à l'utilisation des éléments naturels pour la confection de ses habits traditionnels, ainsi que sa literie, en utilisant de la laine comme matière première et des moyens tels que le qardash, le maghzel et Sdaya. Ce métier a connu une évolution dans les années 1800, grâce à un artisan appelé Rgam. Il se déplaçait d'une maison à une autre et d'un village à l'autre pour enseigner le métier du tapis qui est devenu un art dont chaque famille est son gagne-pain. Madame Sida Aïcha veille à sauvegarder le métier de ses parents et forme une relève pour la confection du tapis traditionnel de Babar. Sid Mohamed Ben Ahmed Rgam, son grand-père, perçut plusieurs prix et médaillons dans les foires et expositions internationales durant la période coloniale. À 75 km de Khanchla et 25 km du chef-lieu de Daïra Chechar, on atteint la commune de Djellel. S'étendant sur une superficie de 378 km², Djellel est composée de 9 meshta. À caractère agricole, elle est surtout réputée pour ses noyers, ses figuiers, ses amandiers et ses oliviers. La population de Djellel vit aussi de l'élevage ovin. Le plus séduisant à Djellel, ce sont ces maisons qui font corps avec le rocher ou perchées en des sites inaccessibles. C'est un chef-d'œuvre de la nature. Djellel est
est un village typiquement berbère. Il a un urbanisme très spécifique à la région des Aurès. Ces maisons sont érigées en terrasse sur des parois rocheuses de la montagne. Le paysage est spectaculaire. Le village de Djellel a 9000 ans d'existence. Ses enfants sont des érudits de la langue arabe et la religion. L'hypertension artérielle, ou haute pression sanguine, se caractérise par une pression anormalement forte du sang sur la paroi des artères. En situation de stress ou durant un effort physique, il est normal que la tension artérielle s'élève. Mais chez les personnes hypertendues, la tension reste élevée en tout temps, même au repos ou en l'absence de stress. À long terme, l'hypertension artérielle est un important facteur de risque pour plusieurs maladies. La définition de l'hypertension artérielle est à la fois simple et compliquée. On estime qu'un sujet est hypertendu s'il a de manière permanente des valeurs de pression artérielle au repos au-delà de 140 mm de mercure pour le premier chiffre ou au-delà de 90 mm de mercure pour le second chiffre. On dit communément 14,9 parce qu'on parle en centimètres de mercure. Ça, c'est vrai pour l'adulte et c'est vrai quel que soit l'âge, c'est-à-dire de 18 à 100 ans. L'hypertension artérielle se définit tout simplement par un excès de pression dans les artères. Cet excès de pression dans les artères va favoriser des modifications de la morphologie des artères qui vont, en conséquence de cette élévation de la pression, vont s'épaissir, se rigidifier et parfois se dilater selon les territoires, quand elles sont par exemple très élastiques comme l'aorte. Cet épaississement, cette rigidité des artères en réponse à l'élévation chronique de la pression va entraîner des défauts de perfusion de tous les organes qui sont irrigués par ces artères. Les différentes formes d'hypertension artérielle sont d'une part, et pour la grande majorité d'entre elles, c'est-à-dire plus de 90%, ce qu'on appelle l'hypertension essentielle, qui est liée tout simplement au vieillissement et à des facteurs qu'on connaît bien, qui sont des règles d'hygiène et de vie et l'hérédité. Dans une minorité de cas, il existe des formes d'hypertension artérielle dites secondaires, qui sont des formes essentiellement dues à des excès d'hormones, excrétées par les glandes surrénales par exemple, ou alors des maladies rénales, qui peuvent être cause d'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est le facteur de risque le plus fréquent aujourd'hui, comme provoquant des maladies cardiovasculaires. Ce n'est pas une maladie en soi, mais son existence va favoriser la survenue de complications graves et fréquentes que sont l'accident vasculaire cérébral, l'infarctus du myocarde et de manière plus sournoise, l'insuffisance rénale et certaines autres causes méconnues comme la démence qui est extrêmement liée au niveau de pression artérielle qu'on a autour de la cinquantaine par exemple. Dans la plupart du temps, les symptômes sont extrêmement peu fréquents. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'hypertension artérielle se dépiste en médecine de travail, en médecine générale. Et c'est toute la différence qu'il peut y avoir entre un système de soins de qualité, comme on peut avoir en France, qui permet de dépister très tôt les hypertendus sans symptômes, par rapport à des systèmes plus défaillants ou moins efficients, où on attend que l'hypertendu soit compliqué, ou présente une complication, pour le dépister, le détecter, le traiter. Aujourd'hui, néanmoins, quand on interroge un hypertendu qu'on a dépisté, on se rend compte le plus souvent qu'il a quand même eu quelques symptômes qu'il a négligés, qui sont les maux de tête, les bourdonnements d'oreilles, des vertiges, des essoufflements à l'effort, parfois des palpitations à l'effort. Tous ces symptômes doivent orienter vers la détection de chiffres tensionnels élevés au repos et donc la mesure de la pression artérielle. Les complications qu'il faut rechercher au moins à l'interrogatoire quand on est hypertendu, c'est les complications les signes des complications. Ce sont effectivement des troubles neurologiques qui auraient pu être passés inaperçus ou négligés, une maladresse d'un bras très transitoire, la perte de la vision d'un œil de manière transitoire, l'impression de ne pas pouvoir articuler de manière transitoire,
les douleurs dans la poitrine qui doivent effectivement évoquer une insuffisance coronarienne, donc une espèce de poids qui surviendrait au milieu de la poitrine, en particulier au froid, lors de la marche en montée, des choses comme ça, des crampes dans les mollets quand on marche, ça doit faire évoquer effectivement une artérite des membres inférieurs. Les maladies rénales sont malheureusement extrêmement sournoises et c'est que les examens biologiques faits par des prises de sang qui permettent par le calcul du taux de créatinine qui permettent de connaître la réalité de la fonction des reins. L'élément extrêmement intéressant dans le traitement de l'hypertension, c'est qu'il a probablement aujourd'hui le niveau de preuve le plus élevé en termes d'efficacité de tous les médicaments qu'on a en prévention. Parce qu'on a plus d'1 million de patients qui, depuis 50 ans, ont été inclus dans des essais thérapeutiques qui, à chaque fois, se sont avérés positifs. Nommément, dès qu'on baisse la pression artérielle, ne serait-ce même de quelques millimètres de mercure, cette baisse est associée à un bénéfice, qu'il soit sur le cœur, sur le cerveau en particulier. Donc aujourd'hui, on a un niveau de preuve très élevé. Et depuis 50 ans, on a 6 ou 7 classes thérapeutiques différentes qui agissent par des mécanismes très différents de baisse de la pression artérielle qu'on va pouvoir le plus souvent combiner pour agir chez un individu donné en permettant d'obtenir une baisse de pression avec une tolérance correcte. Parce que la difficulté du traitement antihypertenseur, c'est qu'on ne sait jamais à l'avance quelles vont être les molécules qui vont être à la fois efficaces et bien tolérées chez un individu donné. Ce qui explique qu'en début de traitement, le médecin aura à tâtonner plusieurs mois avant de trouver la bonne recette qui va conjuguer plusieurs médicaments, le plus souvent, et à la fois une tolérance correcte. Ça va être le retour du patient qui va pouvoir nous le dire. Les règles d'hygiène et de vie qu'on recommande aujourd'hui à tout hypertendu sont des règles d'hygiène et de vie qu'on pourrait recommander à tout un chacun. Parce qu'elles sont extrêmement simples, elles visent à éviter les grands excès en sel, en matières grasses et finalement en calories, qui ont comme ambition uniquement d'éviter la prise de poids progressive avec le temps. Ce comportement, au passage, ces règles, seraient bien plus efficaces si elles étaient proposées à ce qu'on appelle aujourd'hui des pré-hypertendus, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas encore des hypertendus, mais qui sont à haut risque de le devenir parce qu'ils ont entre 30 et 40 ans, qui se sont sédentarisés, qui commencent à prendre passivement 1 kilo tous les jours, tous les mois ou tous les ans, et qu'ils ont des parents hypertendus. Et donc aujourd'hui, la vraie prévention primaire de l'hypertension artérielle consisterait à plutôt orienter ce message de prévention vers refaites une activité physique ou surtout l'arrêtez pas, veillez à garder votre poids de forme le plus longtemps possible, évitez les excès de sel. Ces conseils-là devraient aller en priorité aux sujets qui ont entre 130 et 140 mm de mercure aujourd'hui, qui ne sont pas encore hypertendus, mais qui vont le devenir si on ne fait rien. Et aujourd'hui, on ne fait rien. Chez un hypertendu traité, ces règles visant à éviter les grands excès sont bien sûr intéressantes, mais elles éviteront difficilement la prise chronique d'un médicament. Elles aideront à l'efficacité des traitements, elles permettront d'en diminuer parfois l'importance, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Quand on est hypertendu, on aura à prendre des médicaments qui vont être très intéressants parce qu'ils vont vous protéger de plein de complications. Un hypertendu bien contrôlé est un être humain qui vit tout à fait normalement. On ne peut pas le discerner dans une salle d'attente d'un cabinet de médecine générale et il n'a aucune raison qu'il ait un comportement le discernant du reste de la population. Il n'a pas de piqûre à se faire, il n'a pas de régime si drastique à suivre et il n'a pas d'activité sociale ou sportive contre-indiquée. De l'importance d'être parfaitement contrôlé pour son traitement. Il est vrai néanmoins que le diagnostic d'hypertension est un diagnostic qui est souvent associé à la vieillesse dans l'état d'esprit des gens et on assiste beaucoup à un comportement un petit peu, pas de dépression, mais presque à l'annonce du diagnostic où on fait passer d'un statut de quadra bien portant asymptomatique à statut d'un sujet un peu âgé qui doit prendre des médicaments tous les jours.
de l'importance d'expliquer d'emblée l'intérêt de ce traitement et le pourquoi de ce traitement et de matérialiser le bénéfice et valoriser l'intérêt de prendre des médicaments. Parce que ce n'est pas naturel de prendre des médicaments tous les jours et le bénéfice n'est pas évident à court terme. Donc c'est tout l'art du médecin d'essayer d'expliquer pour convaincre parce que sinon le patient va arrêter le traitement le plus souvent. Je suis de ceux qui pensent que l'entourage a un rôle crucial. À la fois, avoir un hypertendu dans sa famille n'est pas anodin. Il n'est pas question d'abord de l'exclure. Il n'est pas question de lui faire un régime particulier, qu'il ait une assiette particulière, un menu particulier. Et il sera très bénéfique pour l'entourage d'un hypertendu qui souvent a les mêmes comportements alimentaires que l'hypertendu lui-même, qui a d'ailleurs les mêmes gènes que cet hypertendu. Il est souvent crucial et intéressant que, à l'annonce d'un diagnostic d'hypertension artérielle, que l'entourage suive les mêmes conseils qu'on a donnés à l'hypertendu. Et reprendre d'une activité physique en famille, faire du régime en famille, arrêter de fumer en famille, sera d'autant plus bénéfique et intéressant que d'isoler l'hypertendu en disant « toi, tu n'as pas le droit à la salière » ou « toi, tu n'as pas le droit au pain » ou que sais-je. Donc l'entourage a un rôle extrêmement important. Il faut que l'entourage se sente concerné par ce diagnostic parce qu'il peut être affecté lui-même par ce diagnostic. On a constaté que la conjointe d'un patient hypertendu avait 50% de risque d'être elle-même hypertendue que la conjointe d'un sujet qui n'a pas d'hypertension artérielle. Donc tout cela montre bien le rôle de l'environnement dans cette pathologie et le fait que tous les gens susceptibles de partager le même environnement doivent se sentir concernés, à la fois aider l'hypertendu à modifier son comportement et surtout être participatif parce qu'ils sont concernés de facto par l'hypertension. Il faut éviter et trouver une hiérarchie et surtout se fixer des objectifs à court terme, c'est-à-dire se dire plutôt que de dire il faut que vous perdiez 30 kilos, ce qui est complètement illusoire la plupart du temps. Si on dit qu'il faut plutôt perdre 500 grammes tous les mois, ce qui semble à la portée de tout le monde, mais de persister dans cet effort-là sur 2 ans, les 500 grammes tous les mois sur 2 ans, ça fait 12 kilos. Et d'emblée, là, l'objectif devient intéressant. Aujourd'hui, un hypertendu concerné par sa maladie doit être capable d'apporter à son médecin traitant des marqueurs du suivi de sa maladie. Et les 2 marqueurs essentiels du suivi de sa maladie, c'est son poids et son niveau de pression artérielle à la maison. On sait depuis maintenant 2005 que la mesure de la pression artérielle au cabinet comporte beaucoup d'imperfections. La principale d'entre elles est celle que les patients sont réactifs quand ils rentrent dans le cabinet médical et font monter leur pression artérielle. Et le risque de ne considérer que ces chiffres-là fait qu'on peut surtraiter les patients. Et surtraiter des patients peut conduire à des complications liées à ce surtraitement. Plus de 200 ans avant la chute de Grenade en 1492, qui marqua la perte définitive de l'Andalousie par les musulmans qui y avaient régné pendant près de 8 siècles, et dès le commencement de la Reconquista, qui prit, les unes après les autres, les places fortes de l'Espagne musulmane, les morts, comme ils furent appelés, commencèrent à affluer vers le Maghreb. Après la chute de Grenade, ce qui restait de musulmans en Espagne, parce qu'ils avaient cru en la promesse du roi Ferdinand d'Aragon et de la reine Élisabeth de Castille, d'être traités comme des sujets à part entière, dans le respect de leur foi, mais qui furent happés par une inquisition et une oppression inimaginables de nos jours. Ces derniers Andalous musulmans, qui se chiffraient, malgré le départ massif de leurs coreligionnaires, en centaines de milliers, comprirent qu'ils n'avaient plus d'autre choix que de se convertir au christianisme ou d'émigrer vers des terres d'islam.
اللهو والرضا يا لالا لالا عدينا عشية يا فرقة ديار الأندلس مانوا عليا ديار الأندلس مانوا عليا Voilà, nous arrivons au terme de notre journal. Nous vous remercions pour votre attention et vous donnons rendez-vous à jeudi prochain, Inch'Allah.